ECW, ECW, ECW. Salut les activateurs de clés USB, bienvenue sur la clinique et bienvenue dans un nouvel épisode de la Nuit des Temps, mais cette fois-ci ce sera la ECW. Aujourd'hui je vous présente Hardcore Heaven 2000 qui a eu lieu il y a 20 ans jour pour jour, le 14 mai 2000, en direct de Milwaukee dans le Wisconsin devant 3400 personnes dans une salle qui est magnifique, que j'apprécie tout particulièrement. Dans ce pay-per-view, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un bain de sang avec Steve Corino. On va avoir les Impact Players, Justin Credible et Lance Storm qui vont exploser dans le main event. On va avoir pas mal de violence avec le Sandman et Rhino. On va avoir tous les trucs classiques de la ECW et un opener absolument génial. Donc sans plus attendre, on se lance dans le vif du sujet. On a l'intro habituelle avec Joel Gertner et Joey Styles. Et à la suite de cette intro, il y a une espèce de flottement qui dure 1 minute, 1 minute 30, presque 2 minutes, où il y a des petits problèmes techniques, il se passe rien, donc c'est très bizarre, ça fait vraiment amateur. Donc on commence ce pay-per-view un petit peu bizarrement, après Guilty as Charged en janvier et Living Dangerously en mars, que je n'ai pas regardé pour des raisons de temps, etc. Qui, à l'époque, en tout cas dans les souvenirs et dans mon appréciation que j'en avais quand j'avais reçu les cassettes il y a 20 ans, et ben c'était des pay-per-view très moyens. Et ce Hardcore Heaven, j'avais commencé à le regarder avec un petit peu de doute, et le début comme ça du pay-per-view ne présageait rien de bon. Sauf que je m'étais complètement trompé, parce qu'ensuite on a un angle qui va dégager Joel Gertner pour faire venir Cyrus the Virus pour le remplacer au commentaire. Il va même y avoir Kanemura, le japonais, qui vient faire un chokehold par derrière pour que Gertner dégage, et c'est là que le pay-per-view commence avec le premier match entre Masato Tanaka et Balls Mahoney. C'est vrai que, alors je sais plus dans quel ordre, je crois que c'était d'abord Balls qui avait fait son entrée, ensuite il y avait de nouveau eu un temps mort, ensuite on a eu l'angle avec Gertner, enfin bref c'était tout un bordel, mais au moins maintenant on est lancé dans l'action. 9 minutes 3 points de suture, malgré la reprise immonde pour la musique de Balls qui était évidemment Big Balls de AC/DC, mais bon, c'est tout à fait normal, c'est sur le network, ils n'ont pas les droits pour balancer sa musique d'origine, mais bon. Quand je regarde ce genre de match, je me demande dans quel état est le cerveau de Masato Tanaka avec tous les coups de chaise et tous les bumps qu'il a pris dans sa carrière. Ça doit être de la bouillie. On a plein de near falls, la foule est survoltée, Tanaka arrive à tirer son épingle du jeu au niveau de la violence, même s'il se fait défoncer par Balls, qui s'en prend pas trop dans ce match par contre. Moi vous me connaissez maintenant, je suis toujours gêné par les comptes de l'arbitre lorsqu'ils sont trop rapides. Là c'est le cas, c'est vraiment trop rapide quoi, c'est 1, 2... On n'arrive pas à construire l'impatience, l'anticipation, quoi. C'est court, c'est intense, c'est typique des deux hommes et on n'a pas trop de psychologie, si ce n'est la psychologie de, on va dire, la fuite en avant de la violence. Ensuite, on a un match à élimination entre Mikey Whipwreck, Little Guido et Simon Diamond qui dure 7 minutes, je lui ai mis 2 points de suture. C'est un peu la bonne humeur du catch avec des spots qui font intervenir les gars qui accompagnent par exemple Little Guido, donc il y a Big Sal, Simon Diamond il est avec tout son entourage, il y a le Sinister Minister qui accompagne Mikey Whipwreck. Donc voilà, même si le début, je l'avoue, est un tout petit peu trop chorégraphié à mon goût. Étonnamment, les heels Guido et Simon Diamond ne font pas équipe dans ce match, et c'est d'ailleurs Simon Diamond qui va être éliminé en premier par Mikey Whipwreck après un whippersnapper, l'équivalent du Stone Cold Stunner, quelques secondes après que Mikey Whipwreck ait failli se fracturer la cheville. En tout cas c'était assez horrible à voir, mais finalement plus de peur que de mal. Et ensuite on enchaîne donc avec la suite du match entre Mikey Whipwreck et Little Guido pour le final. Que dire pour cette fin de match ? Assez courte bien sûr, match de 7 minutes, c'est qu'à l'époque il y a eu un move qui était un move de dingue. La foule a chanté « Holy shit » et moi à l'époque je l'avais regardé 1 million de fois. C'est quoi le move ? C'est Mikey Whipwreck qui prend Little Guido en double underhook, il le soulève, il tourne autour de lui-même, il le fait revenir, il le refait tomber à plat ventre avec les jambes écartées. 20 ans plus tard, c'est vraiment rien de particulier. À l'époque, c'était un move, mais venu d'une autre planète. Pour ce qui est du finish, il y a eu un rififi avec du fireball et un truc comme ça sur Little Guido, ou sur, je sais même plus comment ça s'était passé avec Big Sal, enfin c'était un truc en plus complètement foiré. Ah oui non voilà, fireball a raté sur Big Sal et Little Guido qui porte son finish, l'équivalent du kill switch, pour la victoire. Ce match a été grandement sauvé par la foule parce que j'ai trouvé qu'il y avait des problèmes de fluidité et un petit peu trop d'approximation. Ensuite on a Louis Dangerously
qui est dans le ring. Moi, j'étais toujours très fan de lui et qui ouvre un challenge à n'importe qui pour affronter Elektra, l'épave siliconée. Finalement, c'est Jazz qui arrive avec un remix, elle aussi un remix à R&B un petit peu merdique parce que sa chanson, son thème d'origine, je l'adore toujours, je l'ai sur des playlists Spotify. Son titre s'appelle Money, Power, Respect de Lox avec un featuring de DMX et de Lil Kim. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de le rajouter sur vos playlists. Donc, Jazz arrive, elle fout Elektra complètement nue, enfin quasiment nue, je veux dire, si tu enlèves du tissu, là la meuf est complètement à poil, et Jazz se fait exploser par C.W. Anderson, qui est ici et qui lui porte un spinebuster tonitruant. Et c'est là que Kid Cash arrive pour affronter C.W. Anderson. Ils vont avoir un petit match de 7 minutes auquel j'ai mis 2 points de suture et demi. C'était un bon petit moment. Un bon petit moment parce que ça ressemble enfin, entre guillemets, à un petit peu du catch. Kid Cash est flamboyant avec ses Hurricane Rana. C.W. Anderson nous fait des super kicks et des spinebusters absolument géniaux. Et c'est un petit peu dommage que C.W. Anderson ait un corps comme ça un petit peu ingrat parce qu'il est... C'est un des gars les plus underrated de cette époque, à mon avis. Et je pense très honnêtement qu'il aurait pu percer au Japon. Enfin, il a percé un petit peu, 2002, 2003, 2001, 2003, il me semble qu'il était à la 01 de manière relativement récurrente. Mais voilà, il aurait pu peut-être aspirer à un petit peu plus s'il avait un petit truc en plus. Parce que sinon, au niveau de la propreté et du catch, moi j'étais un grand fan de lui. Et le finish, c'est un Hurricane Rana de la 3e corde, donc les mecs sont debout sur la 3e corde, qui pour l'époque aussi était un finish qu'on n'avait absolument pas l'habitude de voir, et comme le finish est un Hurricane Rana, vous avez bien deviné que le vainqueur c'est Kid Cash. Ensuite, Chris Chetty et Nova contre les Boldies, contre Danny Doring et Roadkill, 1 point de suture et demi pour un match de 7 minutes. Dans ce match, vraiment rien de particulier, à part la séquence où tout le monde claque son finish l'un après l'autre sur un des mecs d'une des équipes qui restent. Donc voilà, rien de spé, à part le splash de Roadkill à l'extérieur du ring, à travers une table sur laquelle il y avait Vic Grimes. Comme il y a les Boldies, bien entendu, après il y a New Jack qui arrive une fois que le match est terminé. Donc là, grosso modo, New Jack a failli frôler la mort il y a 2 mois lors de Living Dangerously 2000, et là ce soir il revient pour nous claquer un des plus beaux jumps de sa carrière. Qu'est-ce qui s'était passé à Living Dangerously ? Il affrontait Vic Grimes et à un moment, il monte sur une espèce d'échafaudage. Pas très très haut, quand même peut-être 3 mètres. 3 ou 4 mètres de haut. Donc rien à voir avec ce qu'ils avaient fait à la XPW où New Jack avait failli tuer Vic Grimes en le jetant de plus de 10 mètres de haut. Mais voilà. Donc ils sont à Living Dangerously et tous les deux tombent de cet échafaudage. Pardon, ma langue fourche. Et en tombant, en s'éclatant par terre sur le sol, pas de tapis de protection, rien, on est vraiment là dans la salle au fin fond du public, et bien Vic Grimes tombe sur New Jack. Et depuis ce moment-là, donc non seulement il a failli frôler la mort ce jour-là, mais en plus... Eh bien, il nous dit que depuis ce bump, il est aveugle de, je sais plus si c'est l'œil droit ou l'œil gauche, mais en tout cas, il est aveugle d'un œil, c'est ce qu'il nous dit. Donc, il revient, triomphant, comme si de rien n'était, pour nous régaler encore plus, en tout cas pour les amateurs de violence. Après son jump, il revient dans le ring et New Jack va faire le pin sur Angel pour remporter le match impromptu. Donc bon, honnêtement, c'est quand même de la merde, j'ai même pas mis de note, enfin, ou alors si, on peut le dire, piscine de chiasse plus un jump de New Jack. Vraiment, rien de particulier, ça, on peut kiffer si on aime bien la violence, mais le problème c'est que pendant les matchs CW, il y a la musique de New Jack, et comme là c'est une fois de plus un remix absolument immonde, c'est irregardable franchement. Steve Corino, Tajiri, 10 minutes, 3 points et demi de suture dans un match que j'avais regardé à l'époque 1 million de fois et que j'ai toujours adoré voir. Jusqu'à quelques semaines avant le pay-per-view, Tajiri faisait partie du network, donc Corino, qui ça d'autre, Rhino, Cyrus, plein de mecs, etc. Sauf qu'il s'est fait virer du network dans un épisode de ECW on TNN, et là au début du match, Steve Corino lui donne une dernière chance de revenir dans le network. Il répond à ça avec un coup de pied, et donc là on lance les hostilités du match qui vont se poursuivre jusqu'à un brainbuster porté par Tajiri sur la rampe, et c'est ça qui va faire que Corino s'ouvre le front, mais d'une force, ça va être un bain de sang absolu, à tel point que ça va même splotcher sur la caméra lorsque Tajiri va faire son dropkick avec Corino à l'envers dans le Tree of Woe, dans le coin du ring, vous savez. Il y a un autre spot où Tajiri met la tête de Corino sur la table, il court dans les cordes, il fait un dropkick dans la table, Corino gicle sur la rampe, enfin c'est un truc horrible. Enfin, après rétrospectivement c'était relativement safe, mais le bruit de la table avec les pieds qui font un bruit métallique, plus le côté très original du move,
C'était ouf ce truc. J'avais fait une compile avec plein de bumps de table, une compile qui durait genre 1 heure, de tous les bumps, de toutes les fédérations du monde, et celui-ci, il était ouf de chez ouf. C'est dans ce match aussi qu'on a une image légendaire avec Tajiri qui fait l'octopus sur Steve Corino, et Jack Victory arrive vers les deux hommes. Tajiri, le Green Mist, ça c'est une image que vous avez très probablement vue des centaines de fois sur les clips d'introduction ECW. Et Tajiri va remporter le match après un double stomp sur Steve Corino qui passera à travers une table. Après ça, Kanemura attaque Tajiri après un match que je dois avouer qui est un petit peu mal vieilli, j'ai envie de dire, mais toujours il faut recontextualiser les reviews lorsqu'on les fait, et pour l'époque c'était un match relativement dingue. Aussi dingue que le mec qui va venir sauver Tajiri, nul autre que Dusty Rhodes, quoi. Donc là on est en plein booking de CW où tout s'enchaîne, parce qu'après Dusty Rhodes c'est Rhino qui vient lui péter la gueule, et ensuite c'est le Sandman qui vient à son tour pour en découdre avec Rhino. Et on enchaîne pour le match entre les deux hommes, Rhino Sandman, 6 minutes, 2 points de suture pour le titre de la télé ECW. Donc à peu près rien à signaler jusqu'au Flying Spear de Rhino qui est esquivé par le Sandman, et Rhino s'écrase à travers une table. Ensuite la femme du Sandman, c'est ça le point tournant du match, la femme du Sandman va arriver, elle va gifler Rhino, et elle va très vite le regretter parce qu'elle va se manger un pile driver depuis le bord du ring à travers une table à l'extérieur. Le truc... Sandman, comme il est toujours amoureux de sa femme, il va venir, il va la prendre dans ses bras, et lui aussi va se manger un gore à travers la table. C'est là-dessus qu'il va perdre le match. Mais putain, ce pile driver, quoi. Ce pile driver. Est-ce que c'est marqué, la pile driver? Non, c'est pas marqué. Bien sûr, hein, je précise, DVD original. Hein. Ensuite, on a le troisième match de la trilogie entre Rob Van Dam et Jerry Lynn. 20 minutes, 3 points de suture et demi. Clairement décevant. C'est le troisième match de la trilogie. C'était quoi les deux autres? Eh bien, c'était un an auparavant, en 1999. Vous avez bien sûr les reviews dans la description. Living John Bruce Lee 99, je ne sais plus si j'avais mis 4 étoiles, et Hardcore Heaven 99. Peut-être que j'avais mis 4,5. Je ne sais plus. En tout cas, celui-ci 3,5. C'est une déception parce qu'on va reprendre beaucoup d'éléments d'anciens matchs, on va les réincorporer, donc on les a déjà vus, c'est pas si original, et puis il y a un petit manque de fluidité, et le tout, je dirais, est gâché au bout d'un quart d'heure de match avec des interventions extérieures. Donc voilà, c'est une combinaison de facteurs qui font que, par rapport à ce qu'on avait vu, et donc par rapport à ce qu'on attendait de ce troisième match de la trilogie, eh bien voilà, c'est en dessous des attentes. Bon, bien sûr, il y a toujours les éléments qui font que voilà, c'est du classique Rob Van Dam qui prend le temps, qui show off, etc. Et ce match aussi marque un grand heel turn dans l'histoire de la ECW sur l'année 2000. C'est le heel turn de Scotty Anton, que vous connaissez de la WCW comme Scotty Riggs. Il va pousser Rob Van Dam de la troisième corde lorsqu'il veut faire son frog splash sur Jerry Lynn. D'ailleurs, il manque de se tuer sur le bump parce qu'il va tomber une jambe sur la rampe, une jambe à l'extérieur. Enfin, c'est un truc absolument horrible. Donc, heel turn et les deux hommes vont s'affronter à Heatwave 2000, pay-per-view lors duquel Rob Van Dam va nous sortir pour la première fois, petit spoiler, le Van Terminator. Suite à ça, bien sûr, Rob Van Dam retourne dans le ring. Il se fait accueillir par le finish de Jerry Lynn, Cradle Pile Driver, sauf qu'il se dégage à 2,9. J'étais persuadé que c'était la fin du match. C'était une très belle surprise. Ensuite, deuxième Cradle Pile Driver sur une chaise, et c'est là-dessus que Jerry Lynn remporte le match. Donc ouais, franchement, ce match peut être un petit peu trop long, et clairement, toutes les interventions ne servaient à rien du tout, si ce n'est celle de Scotty Anton pour donner une nouvelle direction à Rob Van Dam sur cette année 2000. Championnat du monde poids lourd de la ECW entre Justin Credible et Lance Storm. Match de 12 minutes auquel j'ai mis 2 points de suture et demi. Pour le match, pas trop de surprise parce qu'on sait que Lance Storm part à la WCW, donc on sait qu'il allait vraisemblablement perdre le match. Je dis vraisemblablement parce qu'on a vu des exemples très récents, je crois que c'était en mars 2000 avec Taz et Mike Awesome, où il y a eu des... Taz a été champion ECW alors qu'il était sous contrat WWE, c'était quelque chose d'assez tonitruant à l'époque, qui a complètement chamboulé l'espace mondial du catch. Et donc, quelle est la genèse de ce match? C'est surtout l'histoire du match plutôt que la qualité du combat, qui est relativement propre d'ailleurs, il faut quand même le préciser. Donc, lors de CyberSlam 2000, quelques semaines auparavant, eh bien, Justin Credible a quitté Lance Storm.
il a craché sur les ceintures par équipe, il a jeté les ceintures par équipe. Et justement, à ce CyberSlam 2000, on a un match entre Taz, champion ECW, qui affronte Tommy Dreamer, et qui pour la première fois remporte le titre ECW. C'est la consécration, car il n'a jamais gagné, il a toujours été, le perdant dans ses feuds, en tout cas dans les feuds qui l'ont mené vers des titres éventuels. Donc Tommy Dreamer, la consécration à la ECW Arena, il est champion du monde poids lourd. Sauf que Justin Credible, qui vient de lâcher Lance Storm, maintenant a son regard sur le titre de la ECW et il challenge Tommy Dreamer, qui accepte et qui va perdre. Justin Credible va devenir le nouveau champion de la ECW suite à une trahison tonitruante. Plusieurs fois que j'ai dit tonitruant dans cette vidéo, mais j'aime bien ce terme. Il turn odieux de Francine qui trahit Tommy Dreamer après des années d'amour et qui rejoint Justin Credible pour aller sous les spotlights du titre ECW. Donc ce main event est très chargé en histoire et c'est vrai que dans le ring il est un tout petit peu décevant, mais c'est peut-être le match le plus propre de la soirée en termes de catch. Mais c'est vrai que peut-être on attend autre chose, on attend un petit peu plus d'une feud qui est comme ça devenue complètement personnelle. Et à vrai dire, dans mes souvenirs, c'était un petit peu plus chiant que ça ne l'a été en le regardant comme ça à nouveau après des années. Il y a Tommy Dreamer qui intervient de nouveau, mais je sais pas quoi, c'était tout un bazar, c'était pas si clair. Il y a eu un tombstone sur Don Murray, il y a eu tombstone sur Lance Storm qui se dégage. Et là, malheureusement, comme il n'y avait pas trop d'ambiance, dégagement du finish du mec, quasiment aucune réaction de la foule. Très dommage, franchement, très très dommage. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est valable sur tous les near falls de la fin du match. Zéro ambiance. Il faudra un deuxième tombstone pour que Justin Credible remporte le combat. Et puis après, il y a aussi tout plein de rififi avec Tommy Dreamer, Francine, tout un bordel pour conclure ce pay-per-view. Et qu'est-ce que je vais vous dire de ce pay-per-view? C'est que Corino Tajiri, on regarde. Balls Mahoney Tanaka, on regarde. Le reste, on peut zapper, franchement, si le Pile Driver sur la femme du Sandman, ça on regarde aussi, mais sinon, trop de booking ECW où tout s'enchaîne. Quand trop de trucs s'enchaînent avec des interventions, finalement, ça n'a plus la magie. Donc il y avait trop d'enchaînements comme ça avec des mecs qui viennent casser la gueule, et l'autre qui vient le sauver, et l'autre qui vient le sauver, et l'autre qui vient le sauver. Donc ça, c'était un petit peu trop lourd à gérer. Et puis c'est vrai que même quand il n'y a pas eu ça, au sein même des matchs, le finish du main event, le finish de Rob Van Dam, Jerry Lynn, tout ça, trop d'interventions, trop d'interventions, pas assez de clean ce soir, et c'est peut-être ça qui a heurté ce pay-per-view, mais qui est quand même un bon souvenir de cette époque d'il y a 20 ans, quand même, c'est pas rien. Et puis de manière générale, sur l'année 2000, c'est peut-être le pay-per-view qui finalement, dans sa globalité, est le plus divertissant. Voilà les amis, j'espère que cette review vous a plu dans la nuit des temps. ECW, Heatwave 2000, je pense pas que je vais le faire. Anarchy Rules et November to Remember, on verra bien. En tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles nuits des temps et de nouvelles analyses du monde fabuleux du catch. D'ici là, comme d'hab, gardez la passion et surtout regardez du catch 24h sur 24. Allez, bye bye.